En manchette ce soir, grève dans la construction résidentielle. Des chantiers pourraient être perturbés. Pour l'instant, il est trop tôt pour dire quel serait l'impact qu'on pourrait voir. Risque extrême de feux de forêt dans la région. Et les efforts de la fonderie Horn soulignés par le comité de vigie. On a ces chiffres-là qui nous viennent de la fonderie, alors on les a validés parce que les gens nous disaient est-ce qu'on peut se fier là-dessus? Alors oui, la réponse est oui. Ils ont atteint cet objectif-là. Bon début de soirée, Kémilia La Liberté qui vous accompagne pour ce TVA 18h. Des milliers de travailleurs sont en grève dans le secteur de la construction résidentielle et le conflit pourrait avoir des répercussions s'il s'éternise. Olivier Morin fait le point sur la situation. La grève générale illimitée est déclenchée dans la construction résidentielle. En fait, les raisons qui nous ont poussés, c'est principalement sur les augmentations de salaire. C'est vraiment ce qui bloque le plus. Il y a d'autres considérations aussi, mais le point principal là, qui achoppe, c'est au niveau des augmentations de salaire. C'est à rappeler qu'on a quand même réussi, l'Alliance syndicale de la construction, à conclure 3 conventions collectives avec des augmentations de salaire sur 4 ans de 22 %. Donc, c'est les secteurs institutionnel, commercial, industriel et génie civil, voirie. Donc, on est en droit et nos travailleurs qu'on représente sont en droit d'avoir des augmentations de salaire équivalentes. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, qui représente l'employeur, se désole qu'aucune entente n'ait été trouvée. C'est sûr que la PCHQ aurait souhaité trouver une résolution positive pour éviter la grève. À cet effet, elle a soumis une proposition majorée hier de 18 qui n'a pas été acceptée par le syndicat et qui reste campé sur sa position de 24,35 depuis le 9 avril dernier. L'Alliance syndicale reproche à la partie patronale l'absence d'un droit de vote de ses membres concernant la dernière offre déposée. La PCHQ, c'est des membres patronaux et l'Alliance syndicale, c'est des membres syndicaux, donc des travailleurs, des travailleuses. Donc, on trouvait légitime d'avoir le droit de parole des entreprises puis de passer au vote. S'il y aurait eu une acceptation, bien, tant mieux, on n'aurait pas eu un conflit de travail. L'équipe de négociation ne voyait pas de retourner voir les mêmes employeurs pour leur présenter la même proposition qui avait déjà été rejetée. Pour l'instant, le conflit n'amène pas de retard au niveau des livraisons de maisons en construction, mais pourrait finir par avoir des impacts négatifs. C'est sûr que s'il y a des aggravations qui font en sorte qu'il y a des projets qui sont stoppés, bien, ça peut avoir un impact sur les livraisons. L'Alliance syndicale craint que Québec puisse recourir à une loi spéciale pour forcer le retour au travail de ses syndiqués. Le ministre du Travail, Jean Boulet, a par ailleurs mentionné lors d'un point de presse mercredi matin qu'il n'excluait pas d'y avoir recours. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web. À la question du jour, on vous demandait « Grève en construction, craignez-vous des retards de chantier pour les projets résidentiels? » Vous avez répondu oui à 85 %. Et la Sopfeu est sur un pied d'alerte alors qu'il y a actuellement un risque de voir des feux de forêt. Et Alexis, depuis 8 heures ce matin, le danger est même considéré comme extrême dans la région. Effectivement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs régions à travers le Québec qui se trouvent dans une situation de danger d'incendie extrême. C'est le cas pour l'Abitibi, le nord du Québec, Gaspésie, de la Madeleine, Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment. Ce qu'il faut comprendre, on le sait, il y a 2 ans, il y a eu d'importants incendies de forêt un peu partout à travers le Québec, notamment au niveau du nord du Québec. Je ne vous ferai pas la chronologie des événements, mais tout ça pour dire que cette année, on a un été un petit peu plus tardif, ce qui veut dire que les conditions de danger d'incendie varient notamment entre extrêmes et modérés constamment. Par exemple, dans les 48 prochaines heures, la Sopfeu prévoit une rétrogradation de l'ensemble de son système de risque, alors même jusqu'à bas pour l'Abitibi et modéré pour le nord du Québec. Donc, il n'y a pas nécessairement place à la panique pour le moment, même loin de là. Il va falloir s'habituer puisque ça risque de beaucoup varier durant l'été, avec notamment les conditions en région qui sont plus propices à des feux de forêt. Néanmoins, il reste quand même que certaines consignes de sécurité qui sont de mise. Les municipalités sont sur le pied d'alerte. On va écouter là-dessus une agente de prévention de la Sopfeu suivie du maire de Lebel sur Quivillon qui nous parle de ses préoccupations par rapport à ce dossier.
Danger d'incendie est calculé sur plusieurs facteurs, dont, oui, les précipitations, mais également le temps de l'année, l'humidité qui se retrouve en forêt, l'humidité dans l'air, la quantité, la vitesse des vents, donc vraiment plusieurs facteurs. Et parce que nous sommes au printemps, parce que la forêt boréale, la neige a quitté il y a pas longtemps, période où il y a peu d'humidité foliaire. Cette semaine où on retrouve de températures chaudes, un très bas taux d'humidité, le danger d'incendie devient extrême dans la forêt boréale. Et nous, on est prêts à ça. Tout est en place. On espère évidemment que ça n'arrivera pas. Mais si ça arrive, on va essayer d'accueillir les gens aussi bien que nous avons été accueillis en 2023. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, la SOPFEUR qui prévoit une rétrogradation du niveau de danger d'incendie dans les prochains jours, notamment en raison des pluies de la fin de semaine. Il faut quand même mentionner qu'il y a quand même une interdiction de ciel à feu ouvert pour l'Abitibi et le nord du Québec, mais ce n'est pas le cas cependant pour le Témiscamingue. Merci, Alexis. Et la Fonderie Horn respecte jusqu'à maintenant ses engagements de diminution de ses émissions polluantes auprès du gouvernement. C'est le constat du comité de vigie indépendant qui a fait le point aujourd'hui sur certaines avancées, mais aussi quelques craintes. William Maillé. Les membres du comité de vigie disent constater que les efforts de Glencore portent leurs fruits avec le respect de l'avis ministériel de 45 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air pour 2024. Les gens nous disaient, est-ce qu'on peut se fier là-dessus? Alors oui, la réponse est oui. Ils ont atteint cet objectif-là qui leur était fixé pour 2024-2025. Il reste toutefois du travail à faire, d'après le comité. L'exigence de l'autorisation ministérielle est toujours d'atteindre le 15 nanogrammes d'arsenic par mètre cube d'air pour 2028, soit d'ici 3 ans. Glencore compte investir 850 millions dans son projet de modernisation pour l'aider à atteindre cette cible. Le comité rappelle que cet investissement est toujours incertain. Ce qu'on sait, c'est que les présentations ont été faites aux autorités de Glencore. Il va y avoir des changements à apporter pour être capable de passer de 45 à 15. Alors, c'est sûr qu'il y a des travaux à faire. Il va falloir que ça commence bientôt si on veut arriver au résultat. L'organisme Maire au front considère le suivi effectué par le comité comme crédible, mais croit tout de même que ça ne générera pas de grands changements du côté de la fonderie. Bien que je trouve qu'ils font un travail avec beaucoup de sérieux, là, je pense qu'on peut avoir confiance en eux pour assurer le suivi. Je pense que c'est important que la population comprenne là, que c'est un comité qui a été mis en place pour donner l'impression aux gens qu'on s'occupait de ce qui se passe. Là. Le résultat d'une étude sur le bruit dans le quartier Notre-Dame et la gestion des eaux usées dans le bassin Nord-Ossisco inquiète cependant le comité de vigie. Dans les choses qui nous préoccupent, je dirais, il y a la question du bruit et la question des rejets des eaux usées dans le bassin Nord-Ossisco, où il y a beaucoup d'avis de non-conformité qui sont faits par le ministère de l'Environnement. Alors, c'est à suivre. Un nouveau site Web a aussi été dévoilé par le comité. Les citoyens pourront suivre en temps réel les exigences remplies par la fonderie et en quoi elles consistent. William Maillé, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et une chicane entre un camionneur et un automobiliste a causé ce matin une collision impliquant plusieurs véhicules à Amos. Vers 10h30, les policiers ont été appelés à se rendre sur la route 111 à l'intersection de la route 109. Après s'être fait dépasser, le camionneur a recroisé l'autre conducteur dans un stationnement et l'a sérieusement menacé. Après quoi, le poids lourd a fait un demi-tour et est entré en collision avec d'autres véhicules. Il a même entraîné l'auto de celui avec qui il s'est disputé sur une certaine distance. Heureusement, personne n'a été blessé. Le suspect a fui les lieux de l'accident avant d'être intercepté par les policiers entre Landrienne et Barrault. Il a été interrogé et pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation. Toujours dans le monde policier, on vous en parle depuis quelque temps de ces fraudes grands-parents où des gens tentent de se faire passer pour un proche en détresse pour obtenir un montant d'argent. Dû à la hausse de ce type de fraude dans la région, la Sûreté du Québec lance une stratégie concertée. André Audet s'est entretenu avec la porte-parole, la sergente Nancy Fournier, pour en savoir plus. C'est une alerte, en fait, qui est envoyée aux institutions financières et aux médias lorsqu'il y a une certaine vague là, au niveau des fraudes grands-parents. Donc, par exemple, si on a 2-3 signalements au niveau, mettons, de Rouyn-Noranda, il y a une alerte
qui est envoyé pour que la population soit au courant, ainsi que les institutions financières. Puis suite à cela, bien, c'est sûr que les employés des institutions financières, là, ils vont être à l'affût. Donc, si une personne vient pour justement sortir un montant d'argent important, bien, elle va être plus isolée. Puis, ils vont parler avec elle pour s'assurer que ce n'est pas une victime potentielle d'une fraude et ils vont aussi aviser la Sûreté du Québec. On parle ici d'une stratégie préventive. On souhaite vraiment que ça va faire une différence. Ce qu'on veut, c'est pouvoir agir rapidement. On veut aussi être capable de faire des arrestations au niveau des fraudeurs, décourager les criminels, puis éviter là, de potentielles victimes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques consignes de prévention pour ne pas en arriver à être victime de ce type de fraude-là? Oui, en fait, premièrement, c'est de ne jamais divulguer d'informations personnelles à un inconnu. Par la suite, lorsque un organisme ou une institution vous appelle, c'est de vérifier avec le numéro officiel. Donc, vous raccrochez, vous appelez le numéro officiel de l'institution pour savoir si cet appel-là est légitime. Par la suite, c'est sûr que les fraudeurs, souvent, sont insistants, des fois, sont insolents. Donc ça peut amener à vous lever comme des petits drapeaux rouges, là, que les institutions et les organismes, ils ne procèdent pas de cette façon-là. Donc, tout ce qui est numéro d'identité personnelle, autant carte bancaire, numéro d'assurance sociale, c'est de ne jamais donner ces informations-là. Si on est victime de ce type de fraude-là, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que la Sûreté du Québec va faire par la suite? Qu'on soit victime ou non, c'est de le signaler aux policiers. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mettons qu'on ne s'est pas fait prendre, qu'on n'a pas rentré dans le jeu des fraudeurs, on le signale pareil à la Sûreté du Québec. Si on a été victime, bien, c'est sûr que c'est très important d'appeler la Sûreté du Québec parce que c'est notre façon à nous de pouvoir procéder à une enquête et de pouvoir procéder à des arrestations. Et à Malartic, la 28e édition de l'exposition minière et forestière a réuni plus de 120 exposants pour mettre de l'avant les innovations qui transforment l'industrie. Équipements de pointe, avancées technologiques et opportunités d'affaires ont été présentés. Élise Tessier nous en dit plus. 1500 visiteurs impliqués de près ou de loin dans le domaine de la foresterie et de l'industrie minière défilent au centre Michel-Brière de Malartic. Pour les exposants, cet événement constitue une occasion incontournable de réseautage et de développement professionnel. Donc, c'est important pour nous de participer dans des événements comme ça, plus locaux, puis d'échanger avec la communauté, d'échanger avec des clients, d'échanger avec les fournisseurs, donc, puis rencontrer aussi des gens qui pourraient être intéressés à venir travailler avec nous. Oui, parce qu'on est beaucoup connus dans le domaine minier. Tu sais, le Sous-Terre nous connaissent bien parce qu'on est dans plusieurs mines sites en Abitibi puis partout au Canada. Mais je te dirais, point de vue civilisation, les personnes nous connaissent moins, les personnes qui ne sont pas dans le domaine minier. Fait que ça nous fait plaisir de démontrer aussi qu'est-ce qu'on fait ici pour les régions, avec les régions, là. Bien, premièrement, je pense que c'est intéressant de venir voir tout le monde concerné dans le domaine. Je veux dire, c'est un domaine qu'on veut développer et qu'on veut approfondir. Fait que je pense qu'on est au bon endroit. D'organiser ça aussi en Abitibi, dans le milieu minier, dans le milieu forestier. Fait que c'est vraiment important pour ASDR, mais aussi pour la région puis pour Malartic. C'est une porte ouverte vers de la clientèle qu'on n'a pas la chance de visiter nécessairement sur une base régulière. Alors pour nous, c'est bien certain que ça génère des leads, ça génère de la business beaucoup plus rapidement que si on faisait 2, 3, 4 voyages dans la région. La responsable de l'événement, Chantal Moore, souligne que cette rencontre, organisée entre autres par le Musée minéralogique de la ville, jouit d'une grande notoriété. Pour la ville, c'est beaucoup rentable sur le point de vue économique. Ça amène beaucoup de gens de l'extérieur. On a des gens jusque de Calgary qui sont ici aujourd'hui. C'est vraiment régional, provincial et national. Le maire de Malartic, Martin Ferron, croit qu'il s'agit d'une opportunité dont la ville sait tirer profit à chaque occasion. Bien, pour la municipalité, pour toute la région aussi, je crois que l'exposition minière forestière est aux 2 ans maintenant en rotation. C'est rendu un incontournable pour les fournisseurs d'industrie. Pas rien que l'industrie minière, mais toute la filière minière se présente ici aujourd'hui et demain pour voir les nouvelles technologies, les innovations, faire des contacts, faire du réseautage. Puis en même temps, on crée de la richesse. L'exposition se poursuit jusqu'à jeudi après-midi. Élise Tessier, RNC Nouvelles, Malartic. Et dans le milieu universitaire maintenant,
Québec octroie un peu plus de 100 000 $ pour améliorer les équipements et les installations de recherche et d'innovation de l'UQAT. L'établissement pourra donc développer et consolider son offre de recherche. Le gouvernement croit que ça pourra faciliter le recrutement de chercheurs et la formation de la relève, mais aussi la collaboration avec d'autres établissements. Le financement s'inscrit dans les programmes de la Fondation canadienne pour l'innovation. Et on se tourne en politique. Le candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec, Carl Blackburn, est dans la région aujourd'hui et demain. Il vient rencontrer des militants libéraux et des entreprises pour échanger sur les enjeux de l'Abitibi-Témiscamingue. Aujourd'hui, il visite 2 entreprises locales à Amos avant de tenir un rassemblement militant à Val-d'Or. Et demain, il sera à Rouyn-Noranda. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. La pièce Histoire en chemin du théâtre Parmi nous sera présentée à Val-d'Or demain. Plus de détails après la pause dans la chronique culturelle. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Établie à La Sarre, la brasserie artisanale La Pierre de Fée est une entreprise artisanale se distinguant par des produits brassés directement à la boutique, selon des recettes établies à la hauteur des plus hauts standards de qualité. Ces produits s'inscrivent comme un produit d'appel pour les consommateurs et offrent une attraction touristique distinctive. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et au culturel, Justine, une pièce touchante sur le sujet de l'immigration est présentée demain à Val-d'Or. Oui, Kémélia, c'est le Théâtre Parmi nous, en collaboration avec le ministère de l'Immigration, de l'Intégration et de la Francisation, qui viennent présenter à Val-d'Or la pièce Histoire en chemin. Ça raconte l'histoire et le parcours de 4 femmes qui ont immigré au Québec. Une représentation aura lieu à Val-d'Or demain à 19h à l'UQAT. L'entrée est gratuite, mais malheureusement, ou heureusement peut-être, tous les billets ont trouvé preneur, alors il ne reste plus de place pour assister. Mais c'est quand même un sujet qui est important à couvrir. Histoire en chemin porte un message puissant qui va toucher plusieurs personnes demain. C'est l'histoire de quatre femmes qui sont issues de l'immigration. C'est des femmes qui sont des nouvelles arrivantes au Québec. Et, c'est des femmes qui se rencontrent dans la ruelle de leur quartier pour se parler, de se raconter un peu leur vie, leur vécu, leur parcours d'immigrantes, les défis qu'elles ont vécus en immigrant, les obstacles, leurs rêves, leur vie finalement. On ne s'attend pas des fois à voir tout le parcours, les difficultés et les émotions et les défis auxquels ont fait face ces femmes-là. Fait que des fois, c'est très touchant de voir ça. Nous-mêmes, quand on s'est documenté, on a fait ces entrevues-là, c'était très touchant d'entendre toutes ces histoires-là et de dire « Wow, OK, c'est tout un parcours ». L'œuvre vise à favoriser les échanges entre les Québécois et les Québécoises de toute origine. Et elle devrait même aider les Témiscabitibiens à comprendre plus en profondeur les enjeux et les défis que vivent les nouveaux arrivants en région. Bien, je pense que c'est une pièce qui va être diffusée 51 fois là, partout à travers la province. Fait que non seulement elle est importante dans notre région, mais parmi toutes les autres régions aussi. Mais c'est sûr qu'avec une petite région, les ressources sont limitées. C'est pour ça qu'on commence de plus en plus à entendre parler de diversité culturelle, d'immigration, tout ça. Donc, c'est vraiment un enjeu qui est de plus en plus présent. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler. En fait, là, nous, on organise diverses activités à tous les mois pour intégrer les nouveaux arrivants, mais aussi les accueillir. Fait que c'est un peu une activité pour ça, non seulement pour intégrer les nouveaux arrivants dans notre région, qu'ils soient issus de l'immigration ou pas, mais je pense que c'est ça l'intégration, en fait, c'est d'en parler puis de créer des maillages. Donc, je pense que c'est vraiment ça l'objectif, puis j'espère que c'est ça qu'on va réussir à faire ce soir. Un ancien forestier sera en finale de la Ligue East Coast avec les Lions de Trois-Rivières, l'un des clubs écoles des Canadiens de Montréal. On vous en parle tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut Géant, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda.
là où qualité et choix se rencontrent. Un ancien forestier se rend en finale de la Ligue East Coast. Israël Mianscoum et les Lions de Trois-Rivières ont éliminé hier les triples champions en titre, les Everblades de la Floride, en finale de la Conférence de l'Est. L'attaquant de Misticini tentera d'imiter l'Amossois Mathieu Roy, qui est aussi un ancien des forestiers d'Amos et des foreurs de Val-d'Or, qui a pour sa part soulevé la Coupe Kelly en 2012. Les Lions affronteront les Walleyes de Toledo en finale à compter de samedi. Rappelons que les Lions de Trois-Rivières sont l'un des clubs-écoles des Canadiens de Montréal. La météo, une présentation de Nikon Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, on s'en passera pas. Là, on va retrouver la pluie dans les prochains jours. Ah non, Emilia, la pluie s'est ennuyée de nous après quelques beaux jours de soleil. Elle sera de retour en Abitibi-Témiscamingue. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit en Abitibi, ce sera dégagé avec un minimum de 9 degrés. Et du côté du Témiscamingue, c'est un minimum de 11 qui est attendu. Demain, en Abitibi, c'est un petit 30 % de probabilité d'averse qu'on va avoir en journée. Alors, peut-être quelques gouttelettes de pluie par-ci, par-là, mais probablement très peu avec un maximum de 26 degrés. Et au Témiscamingue, ce sera nuageux avec de la pluie intermittente qui va débuter le matin avec un maximum de 20 degrés. En aperçu pour vendredi, partout en région, ce sera nuageux avec 60 % de probabilité d'averse et un maximum de 18. La chaleur reste avec nous, même si le soleil ne sera plus là. Alors, ça risque d'être très, très, très humide dans les prochains jours. Merci, Justine. En terminant, c'est la Journée nationale des aides à domicile et les Intrépides de Rouyn-Noranda tenaient à rendre hommage à sa centaine de préposés qui travaillent auprès de 700 personnes ayant besoin de soutien. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à demain.